Bonjour. On reprend donc notre petit cheminement pour s'attaquer au second chapitre de l'action administrative qui concerne, comme on l'avait précisé, le contrat administratif après avoir vu les actes administratifs. Et les contrats administratifs, ils sont en fait deux. Le premier, c'est le contrat administratif déterminé par la loi, et le second, le contrat administratif déterminé par la jurisprudence. La spécificité du contrat administratif, ou pourquoi on parle d'un contrat administratif, c'est pour le distinguer du contrat de droit commun. Dans le contrat de droit commun, l'égalité des co-contractants, des personnes qui contractent le contrat, est acquise. On dit en arabe, al-aqdu shari'at al-muta'aqidin, c'est-à-dire le contrat fait office de loi. C'est la loi entre les co-contractants. Et donc, il ne peut être changé, le contrat, il ne peut être changé qu'avec l'accord de toutes les personnes qui ont contracté, qui ont signé le contrat. La spécificité du contrat administratif, c'est justement le manque de cette égalité, de cet engagement. Pourquoi? Parce que dans le contrat administratif, l'État, l'administration, peut intervenir à tout moment et changer les éléments du contrat. C'est ça qui fait la différence entre le contrat de droit administratif et le contrat de droit commun. Dans le contrat administratif, l'État, l'administration peut intervenir à tout moment et changer les termes du contrat, ou changer carrément le contrat, ou résilier le contrat sans demander l'avis du co-contractant. Elle peut demander l'avis, mais sans le prendre en considération. Cela dit, ce n'est pas pour autant l'anarchie. Elle doit l'indemniser en conséquence. Et c'est là où interviennent soit l'entente entre l'administration et le co-contractant ou le juge administratif. Donc l'administration peut signer des contrats avec des tiers comme tout et chacun, dans un premier temps. Et à ce moment-là, elle ne fait pas valoir ses prérogatives de puissance publique. C'est-à-dire que dans le contrat, c'est une personne comme une autre. Et de ce fait, le contrat appartient au droit commun. Autrement dit, il y a égalité entre les co-contractants. L'université ou n'importe quel office ou quel établissement peut vendre et acheter des éléments qui n'ont pas une incidence directe sur l'intérêt général. Et donc, elle ne peut pas utiliser les prérogatives de puissance publique. C'est ça l'important. À partir du moment où elle utilise, où elle menace, où elle écrit qu'elle peut utiliser les prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire intervenir en tant qu'administration et changer les termes du contrat, à ce moment-là, on est, c'est-à-dire dans le droit administratif, dans le contrat administratif. Mais si elle renonce à cette prérogative, si elle ne prend pas en considération sa situation en tant que représentante de l'intérêt général, ben elle peut signer des contrats de droit commun. Et à ce moment-là, l'égalité est acquise entre les co-contractants. Dans le contrat donc administratif, elle intervient en tant que représentante de l'intérêt général et de ce fait, elle peut utiliser les prérogatives de puissance publique. Cela dit, pour mieux comprendre, on va regarder les spécificités du contrat administratif établi par la jurisprudence et donc par la pratique. On avait dit qu'il y a donc deux sortes de contrats administratifs. Les premiers, ils sont déterminés par la jurisprudence, les seconds sont déterminés par la loi. La jurisprudence, elle a des critères pour déterminer tel contrat, il fait partie du droit administratif ou pas. La loi, elle,
spécifie que tout ce qui se rapporte aux travaux publics est un contrat administratif. Tout ce qui se rapporte aux travaux publics est un contrat administratif. Donc c'est la loi qui le dit. Là, ça ne se discute pas. Dans les éléments déterminés par la jurisprudence pour qualifier un contrat administratif, elle va se baser sur 3 éléments. L'administration doit en faire partie. Si l'administration n'en fait pas partie, ce n'est même pas la peine d'en discuter. L'objet du contrat, il porte sur l'exécution directe d'un service public. Deuxième élément. Si le contrat ne porte pas sur un service public, il ne peut y avoir, même s'il est signé par l'administration, c'est un contrat de droit commun, comme je l'ai expliqué. Donc il faut que l'État soit là, mais l'État, elle peut. Mais l'État, elle peut signer des contrats, l'administration aussi, de droit commun. Donc le premier, c'est la présence de l'administration. Le second, qu'il porte sur l'intérêt général, c'est évident. Et le service public. Le troisième élément, c'est que le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit privé, c'est-à-dire des conditions qui n'existent pas dans le droit privé. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans un contrat de droit privé, l'égalité est acquise entre les co-contractants. Dans le contrat administratif, il n'y a pas d'égalité. C'est l'inégalité au profit de l'administration. Et de ce fait, les clauses exorbitantes, ce sont justement la signification dans le contrat que l'administration peut changer les termes du contrat. L'administration a le droit de contrôler l'exécution du contrat, de suivre l'exécution du contrat au fur et à mesure et d'interpeller le co-contractant chaque fois qu'elle remarque quelque chose d'anormal pour lui dire de refaire ou de refaire quelque chose. Et elle peut tout simplement changer les termes du contrat. Par exemple, elle s'est engagée sur un non-fait pour les étudiants pour 300 étudiants et elle s'aperçoit qu'elle a besoin d'un non-fait plus grand. Elle va demander, elle dit arrêtez, arrêtez. Maintenant, je veux que ce que vous avez commencé soit fait de façon à ce qu'il accueille 500 étudiants. Et ça, le contractant, il ne peut pas dire non. Il n'a qu'à revoir sa copie, revoir ses travaux de façon à faire un non-fait de 500. Et donc l'administration, elle a changé les termes du contrat et c'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'anarchie. Il doit avoir des indemnités en conséquence. Mais l'essentiel, c'est qu'elle est d'abord intervenue et de son propre gré, et elle a changé les termes sans lui demander son avis. Donc 3 éléments. L'administration en fait partie, l'objet du contrat porte sur l'exécution directe d'un service public et les clauses exorbitantes, qui sont, comme j'ai dit, la citation, l'écriture dans le contrat, que l'administration doit observer et suivre les travaux et la continuité des travaux, la qualité des travaux, et elle peut à tout moment soit demander la réflexion, c'est-à-dire qu'on refasse quelque chose parce que ça ne respecte pas les engagements pris par le co-contractant, soit changer carrément le contrat ou l'objet du contrat. Donc ça, ce sont des éléments importants seulement dans la jurisprudence. Il y a une différence entre la jurisprudence française et la jurisprudence marocaine. Dans la chez les juristes français, on choisit, c'est-à-dire l'essentiel, c'est l'administration en fait partie, un élément important. Et après, le juge, il va regarder s'il y a l'un des deux, le deuxième ou le troisième. Il suffit qu'il y ait celui-là ou qu'il y ait celui-là pour déclarer le contrat administratif. Donc si l'administration en fait partie, on cherche s'il porte sur l'intérêt général et les services publics. Si c'est oui, ben c'est un contrat administratif.
Il ne porte pas sur l'intérêt général et sur le service public. On va voir le contenu. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le contrat? S'il y a des clauses exorbitantes sur le droit privé, ben, à ce moment, il est dans le droit administratif. Dans la jurisprudence marocaine, on est parti à un moment donné dans le système français. Puis on est revenu dans un autre système qui exige les 3 éléments chaque fois pour déterminer qu'un contrat fait partie du droit administratif et donc un contrat est administratif. Donc en France, il y a le premier qui est nécessaire et les autres ils sont alternatifs, l'un ou l'autre. Dans le droit administratif marocain, on est revenu à exiger les 3 éléments pour reconnaître qu'un contrat est administratif. Le second, on avait dit, c'est un contrat déterminé par la loi. C'est la loi qui précise, en France comme au Maroc, que les travaux publics relèvent du droit administratif. Et l'explication est simple. Les travaux publics touchent à tout. Construire des ponts, construire des tunnels, construire des hôpitaux, des universités, des immeubles, des bâtisses administratives. C'est quelque chose qui engage une grande responsabilité. Et si on laisse ça au privé, ben une société, par exemple, qui a construit l'université ou qui a construit l'autoroute, tel pont, souvent c'est un conglomérat d'entreprises. Ils ont une envergure internationale. Et aujourd'hui, il est au Maroc, demain, il est en France, et l'année prochaine, il est en Chine ou en Russie, et dans 3 ans, elle dépose le bilan, et elle apparaît, le conglomérat apparaît avec un autre nom, différent. Donc, s'il y a problème, s'il y a un grave problème se pose, disons une construction qui s'écroule, un pont qui s'écroule, un tunnel qui tombe sur l'eau, il y a un feu dans le tunnel, comme ça est arrivé souvent en Europe, et qui tue des personnes, beaucoup de personnes. Qui est responsable? Si l'entité privée qui est responsable, ben on ne va pas chercher à travers le monde et à travers les registres de commerce où est-ce qu'elle est cette société, où est-ce qu'elle s'installe, comment elle a changé de nom. Non. Le législateur veut que tout ce qui touche, c'est-à-dire la sécurité des individus, des citoyens, soit sous la responsabilité de l'État. Parce que l'État, il est toujours là. Les entreprises s'envolent, s'en vont, et l'État, il est toujours là. Et donc, c'est la responsabilité de l'administration. C'est la responsabilité de l'État, les travaux publics. Et de ce fait, tout ce qui se rapporte aux travaux publics, ce sont des contrats administratifs, ce qui oblige l'administration, parce qu'elle a les moyens, il lui donne les moyens, les clauses exorbitantes, de contrôler le contrat, le contenu du contrat, l'exécution du contrat, parce que c'est elle, en fin de compte, qui est responsable des conséquences possibles de l'exécution imparfaite d'un contrat. Si l'enfant s'écroule sur les étudiants, c'est l'administration qui est responsable, ce n'est pas l'entreprise qui a conçu. Parce que l'administration, le législateur lui a donné les moyens de contrôler l'exécution, de voir au fur et à mesure comment avancent les travaux, si on respecte le cahier des charges. Et donc, elle doit voir, et elle a l'autorité de dire ceci n'est pas bien fait, elle ne correspond pas au cahier de charges, vous devez la refaire, la réflexion. Elle a la possibilité de dire arrêtez tout, je vais prendre quelqu'un d'autre parce que ce que vous faites ne m'intéresse pas. C'est trop dangereux, et ainsi de suite. Donc elle a tous les moyens. Ce sont les prérogatives de puissance publique. De contrôler le contrat, soit de changer le contrat. Donc de changer le contrat, l'essentiel, c'est qu'elle doit agir dans l'intérêt général et exécuter le service public comme il se doit. Donc c'est ça l'importance. C'est que dans les travaux publics, ça touche la sécurité des individus, et on le verra même dans les contrats. Les autres contrats administratifs qui relèvent de la jurisprudence, c'est pareil. Chaque fois qu'elle touche l'intérêt général, chaque fois qu'elle touche la santé publique, ce sont des contrats administratifs. La nourriture dans la cité, le restaurant universitaire,
Normalement, ce sont des sociétés privées, mais qui sont en contrat avec l'administration, avec l'université. Eh bien, elle ne peut pas faire n'importe quoi, l'entreprise. Même celui qui livre l'entreprise, qui fait la restauration, il est sous le contrôle de l'administration. Parce qu'elle ne peut pas vendre, elle ne peut pas préparer à manger n'importe quoi aux étudiants. Si les étudiants tombent malades, on ne va pas courir derrière la société. C'est l'administration qui est responsable en premier, parce qu'elle a le droit, elle a l'obligation et le devoir de contrôler l'exécution du contrat. Après, l'administration peut se retourner contre le co-contractant. Ça, c'est un autre problème. Ce qui compte dans l'intérêt général, c'est les individus, c'est les administrés, c'est les personnes qui viennent dans le service public. On doit les respecter et respecter leur santé et tout leur bien-être. Et c'est pour ça la force et la puissance de l'administration est reconnue et légalisée pour qu'elle intervienne justement dans l'intérêt général. Salih al-Am. C'est toute l'importance. Donc, les spécificités de ces contrats, elles se rapportent à quelques éléments essentiels qu'on partage, qu'on dit les droits et les obligations des co-contractants. Qu'est-ce qu'il a comme droit et qu'est-ce qu'il a comme obligation? Et bien sûr, les obligations des co-contractants, ce sont les droits de l'administration. Et les droits, ce sont les obligations du co-contractant, ce sont les obligations vis-à-vis de l'administration. Donc les spécificités de contrat administratif, la jurisprudence a formulé ces éléments dans le contrat, sur le contrat administratif autour de la notion des obligations et des droits du contractant avec l'administration. Sachant que les obligations reflètent les droits de l'administration. Les obligations du co-contractant, il est tenu à l'obligation d'exécution personnelle, c'est-à-dire que celui qui s'est engagé, il exécute personnellement sur quoi il s'est engagé, l'objet du contrat. Mais il a la possibilité de donner à quelqu'un d'autre une partie, par exemple, celui qui construit l'amphi, un amphi, il a besoin d'un menuisier pour les fenêtres, pour les portes, il a besoin pour l'électricité d'un électricien, mais l'essentiel, c'est que lui, il est responsable des sous-traitants qui vont l'aider dans l'exécution. Il ne peut pas sous-traiter plus que 51% ou jusqu'à 51% de l'exécution du contrat. L'objet du contrat, l'essentiel, le plus important, lui revient. Mais il peut sous-traiter des éléments autres, secondaires ou seconds. À ce moment-là, il doit les contrôler comme il est contrôlé par l'administration. Et ça ne désengage pas l'administration. L'administration doit aussi contrôler avec lui les sous-traitants qui vont l'aider. Et de ce fait, il doit apporter, c'est-à-dire avant de s'engager avec un sous-traitant, il doit donner le CV de cette personne qui va intervenir avec lui, cette entreprise qui va intervenir. Et l'administration va contrôler est-ce que cette entreprise qui va intervenir comme une tierce, comme une personne seconde au contrat, est-ce qu'elle a la compétence pour intervenir? Est-ce qu'elle est dans la légalité déjà? Est-ce qu'elle paie ses impôts et tout le reste? Et de ce fait, seulement il doit attendre l'accord de l'administration avant de sous-traiter. Donc c'est ça l'exécution personnelle. Elle intègre tous ces éléments. C'est-à-dire que non seulement il doit exécuter le maximum du contrat, mais le reste qu'il va sous-traiter, il doit avoir l'accord de l'administration sur chaque intervenant avec qui il va signer un contrat de sous-traitance. Il doit avoir l'accord de l'administration. Et l'administration va contrôler avec lui l'efficacité de l'entreprise qui s'engage ou qui se propose de l'aider. Donc après, la responsabilité personnelle, il doit exécuter correctement. Autrement dit, l'administration, comme je l'ai précisé, elle contrôle au fur et à mesure
ce qu'il exécute. Elle a l'obligation, ce n'est pas un choix, elle a l'obligation de contrôler au fur et à mesure ce qu'il exécute. Elle a ses experts, elle a ses architectes, elle a ses ingénieurs. Elle ne va pas se contenter des rapports de l'architecte ou de l'ingénieur ou des ingénieurs ou des techniciens de l'entreprise. Non, elle a les siennes, elle a son propre personnel et c'est son personnel qui va inspecter les travaux au fur et à mesure. Donc l'administration qui se doit de surveiller l'exécution des travaux peut exiger la réflexion. C'est-à-dire si elle voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, qui ne correspond pas au cahier de charge, elle lui dit tu refais ça ou tu refais ça. C'est ça l'importance. Donc elle doit exécuter correctement l'entreprise et l'administration contrôle cette exécution. Ou de demander quelquefois, si elle voit qu'on ne peut pas refaire ce qui a été fait, elle peut demander des dommages et intérêts en cas de malfaçon ou de retard. Même le retard, elle peut. C'est-à-dire si on a besoin, comme on donne l'exemple de l'ONFI, pour la rentrée de l'année prochaine, eh bien, si le mois de septembre, octobre, l'ONFI n'est pas prêt, elle peut pénaliser l'entreprise. Vous avez fait tel retard, moi ça va me coûter avec les étudiants et les professeurs, créer des problèmes, et bien vous devez m'indemniser pour ce qui va être fait. Ce qui oblige l'entreprise à respecter les dates sur lesquelles elle s'est engagée. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, le co-contractant doit accepter toute injonction de l'administration. Chaque fois, ça veut dire quand il exécute, il s'engage dans l'exécution. Chaque fois que l'administration lui donne un ordre pour changer quelque chose, ou changer les termes du contrat, ou changer l'objet du contrat, ou améliorer, ou agrandir l'objet du contrat, il doit obéir. Bien sûr, il négocie les dommages et intérêts, ça c'est autre chose, il a le droit. Il s'engage sur un amphi de 300 comme étudiant, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'administration veut un amphi de 500, ce n'est pas le même coût. Donc l'administration, ce n'est pas la dictature. Elle ne va pas lui dire vous me faites un amphi de 500 et puis basta. Non. Il va proposer son devis et on va négocier l'augmentation, mais il ne peut pas dire non. Je me suis engagé sur 300, je reste sur 300. Non. Elle lui dit j'ai changé d'avis, j'ai besoin de 500. Il doit s'adapter pour les 500 pour un amphi de 500 étudiants et après ils s'entendent. Ils discutent, ils négocient avec l'administration. Elle a l'obligation, bien sûr, d'indemniser, de participer à ce changement financièrement et soutenir le co-contractant. C'est une obligation pour l'administration. Là, on voit les droits des co-contractants, c'est-à-dire on a vu les obligations qui sont les droits de l'administration, les obligations vis-à-vis du co-contractant, maintenant les droits du co-contractant. Et on voit bien qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Le juge, le législateur, ont essayé d'équilibrer les contrats et les interventions, l'autorité de chacun. Donc le co-contractant bénéficie en contrepartie des mesures de protection adaptées à cette situation. Il a le droit à des acomptes, ce qui n'est pas courant dans les finances publiques. Souvent, on exécute d'abord et on reçoit l'équivalent de l'exécution de l'administration. Dans le contrat administratif, on peut demander des acomptes. On peut même avant de commencer, demander des acomptes à l'administration. Et elle a l'obligation, une fois qu'elle a signé le contrat, d'aider le contractant, l'entreprise, à exécuter l'objet du contrat, pour lui avancer l'argent avant même qu'il ait commencé. Ça, c'est une exception dans les matières de finances publiques et l'exécution en matière de finances publiques dans le contrat administratif. Un autre élément important, si des événements extérieurs à la volonté du co-contractant et imprévisibles viennent bouleverser l'économie du contrat, c'est-à-dire l'équilibre de sur quoi on s'est engagé et le coût réel, c'est-à-dire le coût de l'exécution du contrat, eh bien celui-ci reste tenu de l'exécution. C'est-à-dire si on s'est engagé sur un contrat de 200 000 dirhams ou 200 000 euros et on s'aperçoit pour des raisons extérieures, des inondations, une catastrophe naturelle,
ou la flambée des prix des matières premières qu'on utilise dans l'objet du contrat, l'exécution du contrat, de l'objet du contrat, eh bien, à ce moment-là, l'administration doit aider financièrement le co-contractant. On a fait un contrat, alors que les éléments, par exemple, ils coûtaient tant au moment de la signature du contrat, eh bien, au bout d'un an, les mêmes éléments coûtent le double ou le triple, ça c'est le marché. Ce n'est pas la faute de l'individu, de l'entreprise. Ben, l'administration a l'obligation de rétablir l'équilibre de l'entreprise, c'est-à-dire de ne pas pousser l'entreprise à la faillite. Non, elle doit revoir avec lui les prix et le dédommager du changement des éléments du contrat. Ce qui n'est pas vrai dans le contrat de droit commun. Dans le droit de droit commun, dans le contrat de droit commun, souvent c'est les assurances, on va débrouiller avec les assurances, ce n'est pas mon problème. Vous signez avec quelqu'un un contrat, les éléments changent, ben vous dites, ça ne me regarde pas, moi je ne suis pas regardé avec votre assurance. Ici, dans le contrat administratif, non. On revoit l'administration, on lui dit, mais on s'était mis d'accord sur telle chose avec des prix fixes, et maintenant, la conjoncture internationale a changé, le commerce et les prix ont flambé, vous devez m'aider, ben, l'administration a l'obligation de rétablir ce qu'on appelle l'équilibre financier du contrat. Parce que ce qui devait être fait, comme je l'ai dit, avec 200 000 dirhams ou 200 000 euros, maintenant se fait avec 400 000 dirhams ou 400 000 euros, ben, l'administration doit aider l'entrepreneur, doit aider l'entreprise. C'est ça la spécificité du contrat. Donc les éléments extérieurs, ça veut dire que dans les prix, dans ce qui a changé, l'entreprise n'a pas intervenu. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas la faute de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Ce sont des éléments extérieurs, comme je dis. C'est la bourse, c'est les relations internationales, c'est une crise économique, c'est un facteur, une catastrophe naturelle. Tout ça ne rentre pas dans les capacités d'ingérence ou d'intervention de l'entreprise. Non, ce sont des éléments qui viennent de l'extérieur et qui chamboulent l'ordre et l'équilibre des contrats. Donc elle a le droit, le devoir d'aider l'entreprise à rétablir l'équilibre. Donc on revient, après les spécificités, sur les éléments du contrat administratif. On avait dit qu'il y a le contrat déterminé par la loi et le contrat déterminé ou qualifié par la jurisprudence. On avait vu que dans le contrat déterminé par la jurisprudence, le juge marocain a longtemps exigé 3 éléments pour accepter de qualifier le contrat d'administratif. L'administration en fait partie, il porte sur l'exécution d'un service public et il comporte les clauses exorbitantes de droit privé, des clauses qui n'existent pas dans le droit privé et qui sont l'ingérence, qui révèlent l'ingérence possible de l'administration dans l'exécution du contrat pour changer les termes du contrat. C'est une possibilité qu'elle garde et qui n'existe pas dans le droit privé, parce que dans le droit privé, il faut l'accord, c'est pour ça qu'on dit que le contrat fait office de loi entre les co-contractants. Il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'on change le contrat, ou les éléments du contrat. Dans le contrat administratif, non, l'administration peut le changer d'un seul coup, à sa guise, mais elle doit dédommager le co-contractant. Donc, là, ces derniers temps, le juge marocain s'oriente, comme son collègue français, vers la recherche de deux principes. Critères. On avait dit qu'au départ, il exigeait les 3, puis à un moment donné, les juges, c'est ça la jurisprudence, ce sont les juges, ils vont aller s'approcher de la pratique française, des juges administratifs français, et chercher seulement 2 éléments, la présence de l'administration et un des 2 alternatifs. Soit le contrat porte sur l'intérêt général et l'exécution d'un service public, soit il comporte des clauses exorbitantes. Et de ce fait, il ne va pas respecter, ou il va y avoir
une certaine dévolution. C'est-à-dire on avait évolué vers la recherche de 2 éléments sur les 3 pour reconnaître le contrat administratif. Puis il y a eu une dévolution, c'est-à-dire une marche arrière. Le tribunal de Meknès, par exemple, en 1996 déjà, dans l'arrêt Boukbir, a avancé que, attendu que ces dispositions sont considérées comme clauses exorbitantes de droit commun, le contrat litigieux est administratif et relève par conséquent de la juridiction administrative. Donc vous voyez là, le contrat est signé par l'administration et lui, il va chercher juste les clauses exorbitantes. Il les trouve et il dit, ça y est, on ne cherche pas s'il porte sur un service public ou pas. Et à partir du moment qu'il y a clause exorbitante, c'est-à-dire que l'administration dit que je peux changer le contrat, que je peux résilier le contrat, ça y est, on est dans un contrat administratif. Parce que l'administration apparaît comme détentrice du pouvoir de la puissance publique. Elle pose, je peux changer, je peux résilier, je peux changer les termes du contrat. Donc, elle impose sa volonté. Et donc, on n'est plus dans l'égalité entre les co-contractants. Et donc, il dit que le contrat est contrat administratif. Parce que le contrat administratif, le juge administratif, il va protéger qui? Il va protéger le co-contractant. Pour que l'administration ne fait pas n'importe quoi et en dehors de toute règle de droit. Non. Il va protéger le co-contractant pour que l'administration, même en utilisant ses prérogatives de puissance publique, reste dans la légalité. Donc elle ne doit changer que ce qu'elle juge et qu'elle justifie qu'elle doit changer parce qu'il touche à l'intérêt général. Mais 10 ans plus tard, le même tribunal a affirmé pour qu'un contrat soit un contrat administratif, il ne suffit pas que l'une des parties soit une personne publique, mais il faut qu'il concerne la gestion d'un service public et qu'il contienne des clauses exorbitantes du droit commun. Voilà, là, on est revenu, c'est ça la dévolution. On est revenu en arrière. On est allé, et c'était au bénéfice des individus, des entrepreneurs et des entreprises, à chercher 2 éléments. S'il y en a 2, on ne cherche pas le 3e. Et le juge, il a fait marche arrière, il dit non, il faut chercher les 3 en même temps. Sinon, on ne reconnaît pas le contrat comme étant contrat administratif. Ça, c'est moins convaincant, parce que ça protège moins les co-contractants avec l'administration. Vous remarquerez tout de suite que s'il ne porte pas sur un service public directement, sur l'intérêt général directement, mais d'une façon indirecte, mais qu'il y a des clauses exorbitantes, c'est-à-dire que l'administration dit qu'elle peut changer les termes du contrat. D'un côté, l'égalité n'existe plus, et de l'autre côté, le juge ne protège pas les individus. C'est douteux comme système auquel on est revenu en arrière. C'est pour ça qu'on parle d'évolution, c'est-à-dire on est parti vers une meilleure protection des individus, des entreprises et des entrepreneurs, puis on est revenu pour la protection de l'administration, mais on ne peut pas protéger l'administration tout en lui donnant le pouvoir de changer les termes des contrats, sans reconnaître la protection des droits administratifs à l'entrepreneur. Non. On passe donc, ça c'est l'essentiel sur le contrat déterminé par la jurisprudence. Après on arrive au contrat déterminé par la loi. Les contrats portant sur l'exécution de travaux publics sont qualifiés d'office d'administratif. Et j'ai expliqué pourquoi. Ils requièrent en conséquence l'attention du juge administratif en cas de conflit. Le décret de 2014, abrogeant celui de 2007, fixe les conditions et les formes de passation des marchés de l'État, ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. C'est-à-dire qu'il nous établit un modèle des cahiers de charges. Les cahiers de charges, on les trouve dans le décret qui organise les travaux publics ou dans les annexes attachées au décret des travaux publics. Parce que celui-là, il nous donne tout ce qui se rapporte au contrat administratif et nous explique en détail ce qu'il faut, ce qui est possible de faire et dans quelles conditions et selon les situations. Donc, il n'en demeure pas moins
qu'il y a des éléments qui restent sujets à controverse à un certain moment et jusqu'à certaines limites. Autrement dit, les uns et les autres tirent à droite et à gauche sur l'interprétation de certaines règles, de certains éléments du contrat administratif déterminés par la loi aussi. Le principe de base entre les textes juridiques et la jurisprudence, c'est-à-dire là où il y a des éléments, c'est-à-dire la loi tire d'un côté et les interprétations des juges et des juristes tirent d'un autre côté. Donc il y a un chevauchement. On verra qu'à un moment donné, on voudra même déclarer que les contrats administratifs n'existent plus, surtout sur les travaux publics. Pourquoi? Parce qu'on n'exige plus le cahier de charges, et ainsi de suite. Donc suivez-moi avec moi bien. L'objet du contrat détermine ici sa nature. L'objet du contrat détermine sa nature. Ça veut dire quoi? L'objet du contrat, c'est موضوع العقد. موضوع العقد, il détermine sa nature, c'est-à-dire il va nous enseigner, il va nous dire est-ce qu'il est administratif ou pas administratif. موضوع العقد يحدد صفة العقد. هل هو عقد إداري أم لا. Donc l'objet renverse quelquefois la présomption qui résulte de la personnalité des parties contractantes, ce que nous dira un juriste. Autrement dit, quelquefois l'objet, il inverse la logique. Et on va voir ce que ça veut dire. Une preuve s'il en faut. Dans un arrêté, un contrat conclu des assurances de Paris, en 1983, qui arrive devant le tribunal des conflits. Le tribunal des conflits n'existe pas souvent dans le pays. C'est-à-dire c'est un tribunal spécifique en France qui a un seul rôle, c'est de déterminer si un conflit relève du juge de droit commun ou du juge administratif. C'est pour ça qu'on l'appelle le tribunal des conflits. C'est-à-dire quand le juge administratif, il dit que ce conflit ne m'appartient pas. Et le juge de droit commun, il dit ce conflit ne m'appartient pas, il appartient au juge administratif. Et le juge administratif, non, ça ne relève pas de moi, ça relève du juge de droit commun. Et quelquefois, c'est l'inverse. Le juge de droit commun, il dit ce sujet m'appartient, c'est à moi de siéger et de dire la loi là-dessus. Et le juge administratif, lui, il dit cette matière, ce problème, il relève de ma compétence, c'est à moi de dire le droit là-dessus. Dans les deux cas, il y a conflit de compétences. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le tribunal des conflits. Et il va nous dire, lui, qui est compétent? Est-ce que c'est le juge de droit commun ou est-ce que le juge de droit administratif? Et là, c'est le tribunal des conflits qui va nous dire, un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif. Donc on avait dit qu'il suffit qu'un contractant soit de l'administration, appartient à l'administration, pour que le contrat, si les éléments d'autres éléments s'ajoutent, appartiennent au contrat administratif. Et automatiquement, si les deux co-contractants, l'université et la municipalité de Oujda par exemple, signent un contrat, à première vue, ça ne peut être qu'un contrat administratif. Ils n'élèvent pas des moutons pour l'aide, donc ça ne peut que toucher l'intérêt général. Ben non. Il va nous dire, le tribunal de conflit, il va nous dire que même si par principe deux entités publiques signent un contrat et ils relèvent pratiquement du droit administratif, vu l'objet du contrat, on va voir l'objet, sur quoi ils ont signé, sur quoi ils sont engagés, pour savoir vraiment si le contrat relève du droit administratif ou du droit commun. Pourquoi? Parce que l'une et l'autre, ils ont la capacité et la possibilité d'agir comme des personnes privées. C'est-à-dire, elles n'engagent pas leurs prérogatives de puissance publique. Elles n'essayent pas d'imposer leur volonté à l'autre, l'un ou l'autre. Et de ce fait,
Ils peuvent vendre et acheter des choses, travailler en commun sur un élément ou un autre, tout en ayant signé un contrat de droit privé. Parce qu'il y a égalité entre les intervenants. Et le sujet ne porte pas sur l'intérêt général. Ne porte pas. On ne fait pas savoir, on n'engage pas les prérogatives de puissance. Personne ne dit je peux résilier le contrat ou changer le contrat. Et donc, on a deux personnes de droit public qui signent un contrat et le contrat, exceptionnellement, il est de droit privé parce qu'il n'engage que des choses sur le droit privé. Il respecte l'égalité des personnes. Donc ça, c'est un premier problème. Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard, c'est-à-dire vu son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Et à ce moment-là, il relève du droit privé, pas du droit administratif. Et l'inverse. Et bien avant, dans l'arrêt de la Société des granites, porphyroïde, en 1912 déjà, l'utilisation abusive des critères de contrat administratif par leur nature a longtemps faussé le jeu en ce domaine. C'est-à-dire que dans la Société des granites phosphorydes, c'est-à-dire là, on a un conflit, un contrat entre la municipalité et une société privée. La municipalité a signé un contrat avec une société qui doit lui livrer des pavés pour faire la route et les trottoirs et tout ce qui va avec. Et il y a eu un conflit sur le retard et l'administration a demandé des indemnités. Et l'administration a voulu aller devant le juge administratif pour imposer sa volonté, pour lui demander qu'elle a raison de demander des indemnités. La société, elle va réclamer que le contrat ne relève pas du droit administratif. Droit privé, donc il faut égalité, il faut ceci et cela. En tout cas, le problème se posait est arrivé devant le juge administratif et notre ami Léon Blum, qui était un homme politique, plus politique que juriste, il va faire une erreur qui va durer pratiquement un siècle, qui va chambouler les esprits, mettre de l'anarchie dans le droit administratif et dans surtout la justice administrative pour une erreur qu'il a commise en 1912. Pourquoi? M. Blum, au lieu de regarder l'objet du contrat, il porte les pavés, la route, ça porte sur les travaux publics. Et lui, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher les éléments qui font le contrat administratif de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'il va chercher les critères. L'administration fait partie, ça c'est vrai. Il porte sur les services publics d'une façon indirecte, il va dire non. L'administration exécute, la municipalité exécute le contrat. Là, l'entreprise, elle ne fait que fournir les pavés. Et donc, elle n'intervient pas directement sur l'exécution des travaux publics, sur l'exécution du trottoir ou la route. C'est l'administration qui est responsable, c'est la mairie. Ça, c'est un autre problème. Et il va déclarer que le contrat relève du droit privé. Et ça va chambouler. D'autant plus qu'il y a dans le contrat, contrat des éléments de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire les clauses exorbitantes de droit commun, et qui se rapportent à un cahier de charges. Et de ce fait, il va chambouler l'ordre de façon à ce que des entreprises, ils vont dire, mais si dans l'arrêt de la Société Granite, le juge n'a pas pris en considération le cahier de charges et juste regardé s'il y a l'intervention directe ou pas. Et de ce fait qu'il a exigé les trois éléments, ben le fait de signer un cahier de charges avec l'administration sur un contrat ne fait pas du contrat un contrat administratif. Alors que l'essentiel du contrat administratif, c'est justement le cahier de charges. Et ce désordre, il va durer pendant un siècle. Jusqu'en 2004,
Un contrat semblable, pareil, a été reconnu administratif. Pourquoi? Parce que la jurisprudence a si longtemps tergiversé. On a tiré à droite et à gauche, les indices que le cahier de charge est important parce que c'est l'essentiel du contrat administratif dans les travaux publics. Et l'autre, ils disent, ouais, mais en 1912, le juge n'en a pas pris considération et donc il n'a pas d'importance. Il a fallu sortir une loi. Parce que si on dénonce le cahier de charge, si on dit que les clauses d'exorbitance n'ont aucune importance, ça y est, le contrat administratif dans les travaux publics n'existe plus. Il va devenir un contrat de droit privé. Or, on avait dit que l'important, c'est la protection des individus. Les travaux publics, ça touche les routes, les tunnels, les autoroutes, les immeubles, les constructions, tout ce qui se rapporte, les ponts. Tout ça, c'est très dangereux et très important dans la société, dans la circulation, et qui peuvent avoir des conséquences graves en cas de malfaçon. Et de ce fait, vu qu'on allait sortir, c'est-à-dire qu'il y a débat, les juges même sont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, le législateur, il est revenu à la charge, et la loi Morcef en 2001 a bien spécifié que tout ce qui se rapporte au marché public, tout ce qui se rapporte au marché passé en application du Code des marchés publics ont le caractère d'un contrat administratif. Basta. Tout ce qui se rapporte aux travaux publics et font référence au Code des marchés publics, ce sont des contrats administratifs, on ne discute plus. C'est pour ça que 2001, il y a la loi qui sort, la loi Morcef. 2004, le juge rentre dans le moule et il repart. Il corrige l'erreur de Léon Blum. Il nous dit que tout ce qui se rapporte aux travaux publics, ce sont des contrats administratifs. Ça ne se discute pas. Il a fallu un siècle pour reconnaître qu'un représentant, le commissaire du gouvernement, dans le Conseil d'État, peut se tromper. Parce qu'il est plus un homme politique qu'un juriste, tout simplement. Le prolongement du principe, c'est-à-dire les éléments qu'on vient de voir, ils touchent à d'autres éléments qui sont liés à ce qu'on vient d'évoquer. Donc le débat d'interprétation soulevé auparavant se rapportait des fois à un contrat annexe au contrat principal, celui dit de la sous-traitance. D'autres fois à des modalités en deçà du contrat, c'est-à-dire inférieures au contrat, reconnu par le législateur au profit de l'administration pour lui faciliter le travail. Cela concerne les bons de commande. Donc il y a deux éléments annexes qui s'attachent au contrat administratif. Il y a, comme on l'avait dit déjà, c'est-à-dire le co-contractant, il a le droit de sous-traiter une partie de l'objet du contrat. Et en plus, l'administration, elle ne peut pas s'engager toujours, quand il y a urgence, sur des contrats proprement dits administratifs. Elle peut agir par les bons de commande. C'est quoi? Les bons de commande, ils sont reconnus par la loi, que dans la limite, par exemple au Maroc, de 200 000 dirhams, l'administration, sans faire un appel d'offres et passer par toute la procédure compliquée des contrats administratifs, juste appeler 3 ou 4 entreprises et leur demander « j'ai besoin d'urgence de telle chose ou telle chose, proposez-moi vos devis et je vais choisir ». Et donc, elle prend 2 ou 3 personnes, ou 2 ou 3 entreprises qui vont lui proposer avec des devis sur le sujet objet du bon de commande, et elle va choisir la meilleure. La meilleure, ça ne veut pas dire le plus bas, le prix le plus bas, et ça ne veut pas dire le plus haut. Peut-être que c'est le milieu, c'est-à-dire elle va regarder l'adéquation entre les conditions d'exécution, ce qu'elle va prendre en considération l'entreprise dans l'exécution et le prix. Parce que je peux faire un très bon prix, mais je vais diminuer l'exécution, dans le coût de l'exécution, le prix du contrat, de l'objet du contrat. Non, l'administration a le devoir de regarder l'adéquation entre une meilleure exécution et un bon prix. Et donc, ces éléments-là
le bon de commande comme la sous-traitance relèvent des mêmes principes que les contrats. Ils relèvent des mêmes principes. S'ils touchent les travaux publics, c'est par la loi, ils relèvent du juge administratif et du droit administratif. S'ils ne touchent pas les travaux publics, il faut chercher les critères à ce qu'ils se rapportent à le service public et l'intérêt général, et à ce qu'elles contiennent des clauses exorbitantes. Si oui, c'est un contrat administratif. Sinon, ce n'est pas un contrat administratif. Mais c'est une exception parce que la sous-traitance, par principe, relève des droits privés. C'est ça ce qu'il faut noter. Par principe, relève des droits privés. Donc, exceptionnellement, elle peut relever des droits administratifs si les éléments cités y figurent. Donc la sous-traitance, le principe de base est que pour qu'un contrat soit qualifié d'administratif, il faut que l'État ou l'administration ou toute autre entité publique en fasse partie. Or, que dire du sous-traitant? L'article 158 du Code de travaux publics en détaille les conditions. La sous-traitance suppose l'intervention d'une tierce personne, voire plusieurs. Il y aurait ainsi le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'administration ou l'établissement public, qui engage le contrat. Et puis, l'entrepreneur principal, celui qui a signé le contrat avec l'administration, le co-contractant. Et après, il y a le sous-traitant, celui avec qui, c'est-à-dire l'État, signe avec l'entreprise, l'administration signe avec l'entreprise A, l'exécution, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un amphi, ou plusieurs amphis, ben, le sous-traitant, le co-contractant, il va construire les murs, le plafond, le sol des amphis, et il va sous-traiter les fenêtres, l'électricité, parce que l'entreprise ne fait pas tout. Et si elle fait tout, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut qu'elle soit spécialisée. Donc, c'est ça le sous-traitant, celui qui intervient en plus, pour quelque chose qui est annexe, qui est secondaire, pas l'essentiel du contrat. Et de toute façon, on l'avait dit, on peut sous-traiter des éléments annexes, on ne peut pas sous-traiter l'essentiel du contrat. Si je m'engage à construire un amphi, je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre, viens, moi j'ai signé le contrat, mais toi tu vas l'exécuter, construire l'amphi. Non. Je dois à tout prix exécuter moi-même l'essentiel du contrat et normalement sous-traiter les éléments annexes. Et donc l'administration, le contractant et le sous-traitant, il obéit aux mêmes éléments. C'est-à-dire la nature privée en principe de la relation qui lie les deux derniers intervenants, normalement en principe, par définition, ne fait aucun doute. Elle est régie par les règles de droit privé et les articles de 759 à 780 du DOC, le DAHER des obligations et des contrats. Mais si les éléments annoncés dont on a parlé apparaissent, en parlant du contrat administratif, apparaissent dans la sous-traitance, le contrat exceptionnellement, relève du droit administratif. Donc exceptionnellement, le juge peut intégrer les contrats de sous-traitance parmi les contrats administratifs chaque fois qu'il s'agit d'abord de travaux publics. Je vous conseille de lire et de bien lire l'arrêt entreprise PAEO. Je vous le donnais, il est dans le polycope et il est aussi dans les documents. On n'aura pas le temps de l'étudier ici, mais il faut le revoir pour comprendre. Donc, dans les travaux publics, vous avez l'exemple de l'entreprise PAEO où la sous-traitance relève du droit administratif. Pourquoi? Parce qu'elle touche les travaux publics, tout simplement. Il n'empêche, l'administration peut refuser un sous-traitant ou plusieurs. C'est-à-dire là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'entreprise qui s'engage, elle doit non seulement choisir avec qui elle va sous-traiter, mais en plus elle doit présenter le CV
à l'administration et attendre l'accord de l'administration, qui va vérifier si l'entreprise sous-traitante est une entreprise civique, c'est-à-dire elle a les moyens déjà d'exécution, elle a l'expertise pour l'exécution, elle a déjà un CV de pratique, elle a déjà fait des marchés, exécuté des marchés pour savoir combien elle est qualifiée et en plus qu'elle est en règle avec l'administration des finances. Autrement dit, elle paye ses impôts. Parce qu'une entreprise qui ne paye même pas ses impôts, c'est un manque de civisme. Et donc, on ne peut pas lui faire confiance. C'est la moindre des choses, comme conséquence. Donc, l'administration peut refuser un sous-traitant. Ce dernier ne peut avoir, et en plus, le sous-traitant ne peut pas avoir la moitié, ou plus de la moitié, du contrat, de l'essentiel du contrat, ce que j'ai déjà expliqué. Donc, après, il y a les bons de commande, et c'est pareil, c'est les mêmes éléments. Une manière allégée et rapide mise à la disposition de l'administration pour parer au plus urgent et acquérir des fournitures et entreprendre des travaux, mais limitée dans leur valeur, dans sa valeur. Le bon de commande, comme je l'ai dit, il y a urgence. Le contrat lui-même, administratif, prend beaucoup de temps pour arriver à l'exécution. Quand il y a urgence, l'administration a le droit d'agir très vite. Il y a la possibilité aussi de le faire. Et donc, elle doit se limiter à 200 000 dirhams pour un bon de commande. Et là, c'est pareil. Si le bon de commande touche les travaux publics, se rapporte à des travaux publics, c'est-à-dire à l'électricité, l'eau, aux immeubles, les bâtisses, et ainsi de suite, ce sont des relèves de droit administratif. S'il touche autre chose, eh bien le décret des travaux publics, le décret nous donne en détail ce qui fait partie, ce qui peut être objet d'un bon de commande de droit administratif, ou qui relève du droit administratif, ou, et ce qui n'est pas dans cette liste, ne relève pas des objets qui font du bon de commande un contrat administratif annexe. C'est ça la différence. Et on va voir les mêmes éléments, à part le fait qu'à un moment donné, le législateur spécifie exactement ce qui relève dans le bon de commande des travaux de contrat administratif et ce qui ne relève pas du contrat administratif. Là, c'est-à-dire que le bon de commande, même avec cette appellation de bon de commande, quand on arrive devant la justice, eh ben, il est considéré comme un contrat administratif, comme un contrat d'abord. Et ensuite, donc, par principe, il relèverait du droit privé, mais s'il touche les travaux publics, s'il touche aux éléments spécifiques, spécifiés même par le décret des travaux publics, eh bien, il relève du droit administratif. Donc il peut être procédé par bon de commande à l'acquisition de fournitures et la réalisation de travaux au service, et ce dans les limites de 200 000 dirhams. C'est le décret des travaux publics de 2013 qui nous le précise. Et là, le tribunal administratif de Rabat, en utilisant les critères fréquents de jurisprudence, s'est déclaré incompétent en ce domaine en 1995 sur un bon de commande. Pourquoi? Parce qu'il a cherché les trois éléments. Sur le même problème, le tribunal administratif de Casablanca avait adopté la même position un an plus tôt. Le tribunal de Marrakech a suivi cette orientation en 1999, c'est-à-dire on cherche les trois critères et s'il n'existe pas les trois critères, on dit qu'il relève de droit privé et pas de droit commun, de droit administratif, pardon. Pourtant, la Cour suprême avait essayé d'unifier la position dans l'affaire Soudlek, en considérant que le contrat passé par entente directe, entre autre appellation du bon de commande, est un contrat administratif s'il est conclu par une personne publique et se rapporte à la gestion d'un service public. Vous voyez? C'est-à-dire que là, la Cour suprême n'exige pas les trois éléments, juste deux éléments. L'administration soit contractante et qu'il touche le service public. Donc là,
les tribunaux, c'est-à-dire après avoir été chacun tiré de son côté, chacun faisait son interprétation, la Cour a essayé de unifier, de dire que voilà ce qu'il faut faire. Chercher 2 éléments, pas 3, pour déclarer un bon de commande, comme elle a été fait pour le contrat lui-même, au sens propre. Mais en fait, si le débat a perduré, après c'est que les commentateurs ont passé sous silence le fait que ces bons de commande peuvent avoir pour objet tant de travaux, synonymes de travaux publics, et où la loi est maîtresse, ou que des fournitures à propos desquelles les critères de jurisprudence peuvent être utilisés. C'est-à-dire on a pratiquement fait le mélange qu'a fait M. Blum. On a pris en général les bons de commande et on commence à chercher, et après on dit il faut chercher les 3 critères, il faut chercher les 2 critères. Non, il faut faire la distinction. Les bons de commande qui touchent les travaux publics, se rapportent aux travaux publics, qui sont annexes aux travaux publics, qui s'attachent aux travaux publics, sont des contrats administratifs. Pas à les autres, il faut chercher les critères. Et même avant de chercher les critères, il faut regarder les titres que nous a donnés les décrets, qui spécifient sur telle chose, par exemple, une liaison téléphonique, l'Internet, l'électricité, tout ça se rapporte à des contrats administratifs, parce qu'ils touchent l'intérêt général, parce qu'ils touchent quelque chose d'important, d'essentiel dans la gestion du service public. Donc, on regarde d'un côté, s'il y a les travaux publics, ça c'est un contrat administratif. Il relève des juges administratifs. Ce n'est pas les travaux publics, on va voir est-ce qu'il touche les éléments cités par le décret. Et à ce moment-là, le bon de commande, il relève des juges administratifs. S'il n'est pas là, on va chercher seulement les critères. Et s'il y a les critères, si on suit la Cour suprême, on va chercher 2 éléments sur le travail. Sinon, on peut chercher les 3, mais l'essentiel, il faut bien garder cette distinction entre 3 éléments. Ce qu'a déclaré la loi, ce que justement a spécifié en détail dans le bon de commande la loi, et après seulement, on regarde la jurisprudence. Donc, on a passé sous silence, c'est que le bon de commande peut avoir pour objet tant de travaux, soit travaux publics, soit des travaux techniques, soit autre chose. Et donc il faut distinguer pour voir les éléments une à une, situer le contrat pour juger s'il est administratif ou pas. Les fournitures, par exemple, il faut les voir, il faut voir dans la liste établie par le décret, est-ce qu'il existe, est-ce qu'elles sont créatrices d'un contrat administratif ou pas, les fournitures. Parce qu'il y a des fournitures importantes qui sont, par la loi, objet d'un contrat administratif. Sinon, on cherche les critères de jurisprudence. C'est aussi le contenu réel, mais inexprimé, de notre ami Ben Mleh dans sa conclusion sur les bons de commande. Elle dit le juge doit utiliser son pouvoir d'apprécier pour interpréter et qualifier les contrats, objets du litige, selon les circonstances de chaque espèce. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, là, c'est très général. Moi, je vous spécifie qu'il faut voir s'il porte des travaux publics, c'est un contrat administratif. Un bon de commande relève du juge administratif. S'il porte sur les éléments cités par le décret de travaux publics, spécifiques, donc les fournitures aussi citées par le décret, ben, il porte, c'est-à-dire par la loi, par décret, c'est un contrat administratif. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, alors seulement il faut chercher les critères, soit selon l'école française et l'orientation de la Cour suprême, 2 éléments sur les 3, soit sur l'orientation un peu générale du juge marocain, du juge administratif marocain, chercher les 3 critères. Il y a, là on a parlé donc du contrat en général et on a spécifié les uns et les autres. Il y a un ensemble de contrats qui sont plus spécifiques, c'est-à-dire ils sont nommés. Ceux-là,
Je vous les laisse juste pour la culture générale. On ne les aborde pas et vous n'en êtes pas redevable pour les contrôles. C'est les contrats spécifiques, le contrat de concession, le contrat délégué et vous avez là dans le diapo 128 les contrats de fourniture et de services tels qu'ils sont précisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les bons de commande, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sujet, peut être objet d'un contrat administratif ou qui ne l'est pas. Là aussi, vous n'êtes pas redevable, c'est juste pour votre culture générale. Voilà. Vous avez aussi deux éléments, c'est-à-dire vous avez les éléments pour savoir, c'est-à-dire l'essentiel de comment on fait un commentaire d'arrêt. Et pour ça, c'est-à-dire l'essentiel, il faut savoir les règles de base. À savoir, il faut déterminer, savoir sortir de l'arrêt les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est allé voir le juge? Et ensuite, sortir la question juridique qui se pose, la question de droit. Qu'est-ce qu'on attend du juge? Et une fois qu'on a ces deux éléments, le commentaire d'arrêt, c'est de commenter la position du juge. Qu'est-ce qu'il nous a dit le juge? Donc les faits, qu'est-ce qu'on attend du juge et qu'est-ce qu'il a décidé le juge? Et cette décision du juge, on va la discuter avec une culture, c'est-à-dire on doit avoir une culture juridique de contentieux, connaître des arrêts. Et sinon, les chercher les arrêts qui touchent le même problème, comme je vous ai donné là sur les bons de commande. Vous avez plusieurs tribunaux qui ont pris des décisions différentes, même par rapport à la Cour suprême, et bien c'est ça, de dire que tel juge, tel tribunal a pris telle position, et tel tribunal, c'est ça la discuter de l'arrêt. Et ce qui fait le commentaire d'arrêt, c'est-à-dire vous allez commenter la décision du juge, avec quoi? Avec les décisions d'autres juges, et ce que pensent les juristes en général, les professeurs, les professionnels du droit, dans les articles et dans les livres. Et donc, ça, vous allez faire des comparaisons pour arriver à une conclusion. Et la conclusion, c'est de dire, par exemple, c'est tel jugement sur telle affaire, il suit le courant, que tout le monde est d'accord sur tel point, ou s'il diffère, et pourquoi il diffère. Ou comme tout à l'heure, vous dites qu'il y avait une évolution, et voilà maintenant qu'il y a une dévolution, et voilà qu'ils se repartent vers une évolution. C'est-à-dire qu'on demande 3 éléments pour reconnaître un contrat par la jurisprudence. Après, on revient à 2. C'est une avancée, c'est dans l'intérêt de l'entrepreneur. Et on revient, on fait marche arrière, on exige 3. C'est encore plus difficile pour l'entrepreneur, pour la protection des entrepreneurs. C'est ça l'enjeu. Et donc, vous avez 2 exemples. Vous avez d'abord des exemples sur des décisions de justice, des arrêts importants. Vous avez des résumés sur les arrêts importants et vous avez ce schéma qui fait le commentaire d'arrêt, à savoir les faits, les questions de droit qui se posent, la réponse de la justice, du juge et les comparaisons que vous devez faire et que vous ne pouvez faire que si vous avez une culture juridique. Donc vous avez des éléments, des arrêts comme exemple et vous avez 2 commentaires d'arrêt, 2 arrêts discutés, celui de la Société des Granites, des Vosges, et celui de l'entreprise Payot. Dans les 2, vous avez une discussion abondante et des exemples de contradictions et comment on va solutionner les contradictions et surtout que tout passe par le tribunal de conflit, c'est-à-dire le juge de droit commun, le juge de droit administratif ne sont pas d'accord, ils vont voir le juge de conflit pardon, et qui va trancher la question. Est-ce que le contrat appartient au juge de droit commun ou est-ce que le contrat appartient au juge de droit administratif? C'est l'essentiel. Donc ça, c'est pour votre culture générale. Et l'essentiel, c'est que ça s'arrête là sur le contrat administratif déterminé par la jurisprudence et la société et le contrat déterminé par la loi. Le reste, c'est pour votre culture générale. Le commentaire d'arrêt, comment se fait, les exemples que vous avez,
vous en aurez besoin, ceux qui opteront pour le droit public, pour une licence en droit public, vous en aurez besoin pour le contentieux administratif. Sur ce, je vous souhaite bon courage et une bonne réussite. Et à plus tard, si le cœur vous en dit. Merci de votre attention.